Oui, bonjour à tous. Moi, je viens avec Pierre-Alain Jachier de la Haute Autorité de Santé. Je m'appelle Mathieu Doutreline. Ça fait un peu plus d'un an que je suis à la Haute Autorité de Santé, où avec Pierre-Alain, on a monté la mission data. Et maintenant, je travaille sur les questions d'entrepôt de données de santé. Et auparavant, j'étais à la DRES, ministère de la Santé. Et c'est là-bas que j'ai pas mal travaillé sur le SNDS. Et l'application qu'on va vous montrer là, c'est un des premiers travaux qu'on a fait à la Haute Autorité de Santé, un petit peu après avoir regardé les besoins qu'on avait dans l'institution. Donc, Pierre-Alain Jachier, responsable de la mission data à la Haute Autorité de Santé. Il y a Thibault Ledieu qui était annoncé là sur la slide, mais qui va pas être présent aujourd'hui, qui a participé à développer l'application, mais qui est malheureusement malade aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va vous présenter? Déjà, on va vous présenter rapidement pourquoi. Je te laisse passer les slides, Mathieu, peut-être. On va présenter rapidement pourquoi on a fait cette application. Quelles données on a utilisées dans cette application. Ensuite, le centre de la présentation, ça sera une démonstration des fonctionnalités. Ensuite, on vous parlera un peu des limites qu'on a pu voir dans l'application ou qu'on a dans l'application dans les données et les perspectives d'évolution. On vous parlera pas tellement d'aspects techniques de comment ça a été développé, mais si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas ensuite. Donc, pourquoi on a fait cette application? Donc, à la HAS, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait un besoin assez fréquent de contextualiser les travaux que l'on peut mener. Donc, par exemple, des travaux sur l'évaluation des produits de santé, où on a besoin d'avoir des éléments de chiffrage sur la consommation des soins que l'on peut trouver dans le SNDS. Donc, par exemple, le nombre de patients qui ont consommé un médicament, par exemple, et sur une certaine année. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément si facile à faire. Donc, classiquement, comment les gens font? Donc, soit il y a les données qui sont déjà publiées quelque part dans la littérature, soit scientifique, soit grise. Soit il faudrait les regarder dans le SNDS, ce qui demande des accès spécifiques, des formations, etc. Donc, soit via le portail de l'assurance maladie, soit quand on s'intéresse aux données de l'hospitalisation, vers le portail, par exemple, de l'ATIH ou des outils spécifiques comme l'outil Diamant qui est fait par les ARS. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais soit on a de la chance de publier, soit il faut avoir un accès. L'alternative qui peut exister, c'est d'utiliser des données qui sont déjà en open data, publiées par l'assurance maladie pour celles qui nous intéressent ou par l'ATIH. La difficulté étant que ces données open data, mais en fait, elles sont simples d'utilisation dans le sens où il n'y a pas besoin de technicité importante, mais il y a beaucoup de fichiers, il faut les télécharger, c'est un peu long, etc. Et notre objectif à nous dans cette application, c'était de fournir un outil unique pour, en quelques clics, pouvoir exploiter ces données-là sur plusieurs années. Donc là, sur la gauche, il y a un petit sommaire, et ça, c'est le sommaire de l'application. Il y a plus d'explications de quelles données on peut utiliser pour quels usages. On a essayé de faire une petite cartographie des différentes sources qui se chevauchent sur le CNDS. Donc, de quelles données on parle ici? On s'est intéressé à quelques sources de données publiées en open data par l'assurance maladie depuis 2014 tous les ans. Donc, c'est des données qui sont été agrégées au sein du SNDS puis exportées. Elles sont anonymes. Il y a des choses qui font, il y a une anonymisation qui est faite sur ces données pour s'assurer qu'on ne puisse pas réidentifier des gens. Les champs, c'est donc surtout les données de remboursement en ville. Il n'y a pas de données sur les données de remboursement à l'hôpital. Et les trois champs qu'il y a les médicaments, donc c'est la base OpenMedic, les actes de biologie, c'est la base OpenBio, et certains dispositifs médicaux, c'est la base OpenLPP. Pour chacun de ces champs d'information, on a trois types d'informations disponibles. On a le montant qui est remboursé, on a le nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié des prestations et le nombre de prestations. Et ces informations, ces trois variables, elles sont ventilées par plusieurs axes d'analyse. Donc, on a les codes des différents objets qu'on manipule, donc médicaments, actes de biologie ou dispositifs médicaux. Quand il y a une hiérarchie, on l'a à chacun des niveaux de la hiérarchie. On a également pour le bénéficiaire les informations par tranche d'âge, par sexe et par région. Et pour le prescripteur de la prestation, on a la spécialité. Donc voilà, le point important à se souvenir, c'est que c'est des données en ville et qu'on n'a pas l'hôpital. Donc pour après cette petite introduction rapide, je vais laisser Mathieu rentrer dans le vif du sujet, qui est de vous faire une démonstration de l'application. C'est une application qui est ouverte en ligne, qui est publique. L'adresse, elle est assez facile à retenir, c'est opensnds.has-santé.fr. Vous pouvez aussi la retrouver dans la documentation du SNDS en haut à droite. Donc voilà, si vous cherchez le lien, vous le retrouverez sur la documentation collaborative du SNDS.
Alors, je vais charger une application et puis j'ai besoin d'une petite anti-sèche pour mes exemples. Hop. Donc l'application ressemble à une sorte de tableau de bord, hein. Donc là, elle charge un peu des données de base. Qu'est-ce qu'on a? Donc sur la gauche, on a un onglet avec un side panel avec différents onglets. Le principal, c'est le tableau de bord sur lequel il y a les données, mais il y a également un guide d'utilisation, un récapitulatif des données disponibles et aussi un petit peu quels sont les différents usages des données. C'est ce qu'on vous a présenté avant. En termes de jeux de données, on en a deux. Je vais vous donner un exemple sur les deux, OpenMedic et OpenBio. On peut filtrer à différents niveaux de hiérarchie. Donc sur OpenMedic, on a les médicaments avec les différents niveaux de la hiérarchie ATC, ATC 1, 2, 3, 4, 5. Et la dénomination la plus fine, c'est le CYP13, qui correspond à vraiment l'emballage donné en pharmacie. Et ensuite, on va chercher des codes, alors soit dans le menu déroulant, soit en rentrant une liste de codes. Alors, je vais donner l'exemple que j'ai pris, il est tiré de travaux qu'on a fait il y a quelques temps à l'HS sur la bronchopneumopathie chronique obstructive et c'est une liste de codes qui représente l'antibiothérapie, les antibiothérapies pour infection respiratoire. Donc là, je l'ai copié-collé directement. C'est chaque code individuel représente un code ATC5 et je les ai séparés par des virgules. Et là, je vais lancer une requête et donc ça va me chercher dans la base qu'on a des données ouvertes de la science maladie, tous ces codes-là et dans toutes les années. Donc là, ça fait la requête. Donc on voit qu'ils sont apparus dans le menu déroulant. Si je voulais, je pourrais en enlever ou en ajouter individuellement. Le premier graphique, ça va être la répartition par année, avec, comme on vous a dit, donc en rouge les montants remboursés cumulés, en bleu le nombre de consommations cumulées et en pointillé le nombre de bénéficiaires. Attention, c'est une borne haute, on va vous en reparler plus tard et on va vous expliquer pourquoi. Ensuite, on a un tableau qui résume ce graphique-là, on peut l'exporter en Excel. Et puis ensuite, on a les déclinaisons autres que temporelles, c'est-à-dire par sexe, par âge, enfin par classe d'âge plutôt, puisque c'est ça la donnée qu'on a, avec tout le temps les mêmes informations, et par région, et enfin par spécialité de prescripteur. Donc par exemple, là on voit que les antibiothérapies sont quasi exclusivement prescrits par la médecine générale. Voilà. Peut-être préciser que le zoom, il est fait sur une année fixée, qu'on peut choisir, qu'on peut changer si on a envie. Là, c'est par exemple sur l'année 2019. Je ne sais pas si ça change des choses sur. Je pense que c'est assez stable, mais on pourrait essayer de voir en 2015, par exemple. Donc là, c'est un petit peu plus lent parce qu'il est en train de refaire une requête. Bon, ça a l'air d'être la même chose. Il faudrait exporter les fichiers Excel pour se rendre compte s'il y a une réévolution. Voilà. Je vais faire un bref exemple, mais ça va être à peu près la même chose sur OpenBio. Donc là, j'ai changé de jeu de données. Et sur OpenBio, mon exemple, c'est des auto-anticorps pour la thyroïde. Hop. Voilà, un peu un exemple pris. Je ne sais pas s'il est vraiment pertinent, celui-là. En tout cas, peut-être moins que l'autre. Mais c'est pareil, j'ai une liste de codes que je copie-colle dans cet onglet-là. Ça me spécifie qu'il les a bien trouvés. Et puis il va me tracer à nouveau la répétition par année. Donc là, on voit que la tendance était plutôt à la hausse, alors que pour les antibiothérapes, c'était quelque chose qui était plutôt à la baisse. Variation par sexe, par âge, et puis région, et à nouveau spécialité de prescripteur.
Donc là, on est à peu près content. C'est beaucoup de médecine générale, mais également pas mal d'endocrinologie. Donc, ça paraît assez logique vu le produit. Enfin, le produit de santé, oui. Et voilà. Donc, c'est un petit peu tout en ce qui concerne Peut-être tu peux montrer la capacité de rechercher dans les codes aussi, Mathieu. Oui, peut-être directement là. Donc, par exemple, là, mettons que hop, Parce que là, ce qu'il j'enlève. vous a fait, c'est qu'on a déjà en train de faire une étude, on a déjà une liste de codes, on la copie-colle, ce qui est souvent très pratique quand il y en a 20. Mais bon, quand on les cherche et qu'on connaît pas forcément le code, on peut aussi chercher avec le petit moteur de recherche. Donc là, par exemple, je choisis ce niveau de hiérarchie. Il n'y en a que deux pour la biologie. C'est soit le groupe physiopathologique qui est extrêmement haut. Donc là, on voit qu'il y a que 50, enfin, je sais pas, une vingtaine de catégories vraiment très, très hautes. Donc c'est peut-être plus pertinent en général, enfin, en tout cas pour les gens qui connaissent très bien la nomenclature des actes de biologie, d'aller directement dans cette nomenclature-là où il y a plutôt plusieurs centaines de codes et donc on est beaucoup plus fin. Et alors là, on peut donc soit faire défiler tous les codes, soit faire de la recherche du texte. Donc, je sais pas, hématie. Alors là, moi, là, on va atteindre mes limites en termes de capacité, enfin de connaissances médicales. Hématocrite, puisqu'il y a d'autres hématocrites. Non, c'est le seul. Et je lance la requête ici. Hop. Voilà. Alors ça, d'ailleurs, très étrange. Bon, voilà pour la démo. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. S'il y a des gens qui ont des questions pendant la démonstration, je vois qu'il. Si vous voulez voir des choses spécifiques en live. Sinon, sinon, je vais passer à la suite de la présentation. Tu peux présenter quelques limites qui peuvent y avoir à cette application-là, à ces données. Est-ce que l'outil va évoluer avec les autres domaines parce qu'il y a LPP aussi. Vous pensez à autre chose que la LPP? La LPP, on va en parler dans les limites, justement. Parce qu'en fait, l'open data actuel, il y a le médicament, il y a la bio, il y a la PHMEV, il y a la LPP. Donc, est-ce que vous allez faire évoluer l'outil avec les deux autres secteurs? Alors, PHMEV, on l'a pas regardé parce que je crois qu'on n'avait pas trop le besoin à la HAS, mais donc ça fera partie, je pense, des questions qu'on va aborder à la fin. C'est que ça va aussi dépendre des demandes des gens et des besoins. Et OpenLPP, on revient dessus tout de suite parce que en fait, on s'est posé des questions et qu'on n'était pas très sûr de ce qu'il y avait, donc on l'a préféré le retirer pour l'instant. En fait, il est prêt, c'est juste qu'on l'a caché. On revient dessus dans un instant. Merci. Bon, sauf s'il y a une autre question, je vais répondre à celle-là. Alors, non, peut-être d'abord avant de parler de la LPP, au niveau des limites de l'information, des données qui servent pour cette application-là, c'est des données qui sont précalculées. C'est-à-dire que les requêtes ont déjà été faites sur le SNDS et notamment, il n'est pas possible de croiser deux informations qui concernent le même bénéficiaire. Un bon exemple de ça, c'est que on ne peut pas avoir on peut pas obtenir le nombre de bénéficiaires qui ont consommé deux médicaments différents, puisqu'en fait, ce qui a été calculé par la CNAM pour ces données ouvertes, et ce dans un but de ne pas diffuser trop d'informations et d'être anonyme, et puis d'agréger aussi, c'est les deux cercles-là, par exemple un médicament 1 et un médicament 2, la consommation pour tous les bénéficiaires de ces deux médicaments. Ce qui nous intéresserait peut-être, c'est les bénéficiaires qui ont consommé l'un ou l'autre de ces médicaments. Or, ce qu'on va sommer et ce qu'on affiche dans notre application, c'est les deux cercles ajoutés brutalement l'un à l'autre, et donc la partie croisée qui consomme
l'un et l'autre, on va la compter deux fois, une fois dans le cercle bleu, une fois dans le cercle vert. Et ça, c'est des limites qui sont vraiment inhérentes aux données, on peut rien y faire, à moins d'aller retourner dans le SNDS et refaire le calcul précisément et dédupliquer ces bénéficiaires qui ont consommé à la fois médicament 1 et médicament 2. Et donc, nous, ce que ça va se traduire très concrètement dans l'application par une borne haute sur le nombre de bénéficiaires qui ont consommé un croisement de médicaments. Ça, il faut faire très gaffe quand on sélectionne beaucoup de codes, en fait. Surtout Voilà. au niveau haut de la hiérarchie, c'est que du coup, ce problème va vraiment être très fort. Si on prend peu de codes et qu'il y a peu de raisons que les personnes prennent de médicaments, ça reste une information utilisable, mais dans certains cas, ça peut vraiment donner des chiffres qui n'ont aucun sens. Voilà. Sinon, en ce qui concerne la qualité des données, donc c'est des questions qu'on s'est posées puisqu'on ne connaît pas tout à fait le processus qui a mené à la publication de ces données, c'est-à-dire qu'on n'a pas les codes qui ont permis de faire ces requêtes. Et donc on s'est demandé si on était loin ou pas à partir de requêtes qu'on referait tourner sur le SNDS. On a essayé de faire une méthodologie, alors c'est pas hyper rigoureux, mais ça nous permettait déjà de dégrossir un petit peu, de répondre à la question est-ce que ces données-là sont véritablement intéressantes et pertinentes pour répondre à des questions d'ordre de grandeur sur le système de soins. Et donc on a échantillonné quelques dizaines de codes au niveau le plus fin des différentes hiérarchies. Et on a lancé les requêtes dans le SNDS et comparé à l'application OpenSNDS. On a trouvé que il y avait extrêmement peu de différence pour les codes CIP, pour les médicaments ou pour la NABM en ce qui concerne OpenBio, la biologie. Par contre, pour la LPP, vous avez posé la question, on a des grosses différences qu'on a du mal à expliquer. Et donc, pour l'instant, on a préféré ne pas retirer ce dataset de l'application en attendant de trouver une explication ou de réussir à comprendre en tout cas quels étaient les gros écarts qu'on voyait. Et également au niveau de l'ATC, on a des choses qui sont de temps en temps, alors pour l'essentiel des codes c'est plutôt bien, mais de temps en temps on a des gros écarts, notamment pour des médicaments, des combinaisons de médicaments ou des médicaments en association. Je vais essayer d'expliquer notre hypothèse pourquoi. Est-ce que on a une hypothèse qui expliquerait les différences. C'est que on a dans le SNDS des tables de correspondance qui peuvent différer, c'est-à-dire qu'un code CIP peut être ventilé sur l'un ou l'autre de plusieurs codes ATC et que d'année en année, les tables de correspondance utilisées sont différentes, or que dans le SNDS, il n'y a pas l'historisation de ces tables de correspondance. Donc, on n'a pas les tables de correspondance qui ont été utilisées pour les extractions ayant donné lieu aux données open. Alors qu'il faudrait véritablement les tables qui ont été utilisées pour les données open afin de recoller exactement. Et donc ça peut donner lieu à des différences et on les constate notamment pour tout ce qui est association. Et on pense que c'est justement pour ces médicaments-là qu'il y a le plus de cas de possibilités de ventilation depuis la CIP vers l'ATC ou de possibilités de changement. Voilà, c'est notre hypothèse. Ce qui est dommage parce que l'ATC 5, c'est vraiment l'ADCI, la dénomination commune internationale. C'est comme ça que les médecins pensent en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant dans certains cas. Il faut bien avoir en tête cette limite. Il y a Romain qui pose une question. Désolé, je t'ai coupé la parole, Mathieu. Je les réponds et je te laisserai continuer. Il demande les différences importantes entre en open data sur la LPP. C'était largement supérieur à 1%. C'était plutôt de l'ordre de au moins 50%. Ouais, les différences importantes. C'était sans doute lié sur OpenLPP. On n'a pas recreusé depuis, mais parce qu'on avait personne qui en a eu besoin depuis. C'était sans doute lié à des problèmes sur les nomenclatures enfin voilà, comment c'était la nomenclature derrière. On n'a pas. Pour la LPP, je pense que si vous avez refait les calculs sur le code affiné, il s'avère que dans le SNDS, il y a énormément de prix unitaires qui sont à 0. Donc il faut les rechercher des prix unitaires dans la liste LPP et non pas prendre les prix unitaires qui sont dans le SNDS. On a tous ce problème-là avec la LPP. Et donc c'est très très difficile de récupérer les montants exacts dès lors qu'on va sur le code affiné, tout au moins pour
pour la LPP codée. Je crois on avait les problèmes pas que pour les montants pour la LPP, mais c'est une remarque tout à fait pertinente en tout cas pour les montants. On avait des problèmes également pour les nombres de consommants ou les nombres d'actes faits même. C'est typiquement là-dessus, on serait preneur d'échanger avec des gens qui la connaissent bien parce qu'on n'a pas forcément eu le temps à la HS de trouver ces gens-là. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à creuser avec des gens de la communauté ensuite sur ces données-là. Non, c'est prêt. En fait, il y a plus qu'à mettre dans l'application à les réafficher, mais c'est juste qu'on les a retirés parce qu'on voulait pas induire en erreur des gens au cas où il y ait une erreur. Je comprends. Si tu veux conclure, Mathieu. Voilà, en termes de conclusion, pour donner des ordres de grandeur rapidement à un utilisateur qui n'a pas accès au portail SNDS, on considère que les jeux de données qu'on a laissés restent intéressants, même avec cette limite qu'il faut garder en tête pour la TC. Dès lors qu'il va falloir soit faire des croisements plus fins, soit avoir des chiffres extrêmement précis sur des produits de santé rares, par exemple. Là, c'est plus ça qu'il faut utiliser. Il faut retourner dans le SNDS brut pour faire des calculs précis ou des croisements un peu différents. Voilà. Maintenant, je vais laisser peut-être Pierre-Alain parler des perspectives d'évolution pour cette application. Donc, cette application, on l'a développée en 2021, on l'a ouverte sur Internet à la fin de l'année dernière. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de se dire, on l'a fait pour nous, mais ça sera plus facile si c'est ouvert Internet et puis ça peut servir à d'autres gens. Les données sont ouvertes, donc tant qu'à faire, autant en faire profiter à tout le monde. Et on l'a aussi ouvert en se disant que plus il y a de gens qui s'en servent, plus ça peut améliorer l'application. Donc, on est très preneur de retour utilisateurs. Donc, n'hésitez pas. Et on a utilisé le langage Python et des choses assez simples pour le développer. Et donc, c'est potentiellement assez facile de contribuer ou si quelqu'un veut vraiment faire des évolutions, c'est possible. Et voilà, c'est ouvert aux contributions. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez le faire. Dans les pistes d'évolution, donc il y a une première chose, c'est qu'il y a un premier travail dans l'application qui est de mettre les données au propre, enfin de bien tout aligner, parce qu'entre les années, les codes, les hiérarchies, etc., c'est pas forcément évident au début, donc on pourrait les republier, ces données-là, elles peuvent être utiles, notamment si on veut croiser par exemple l'âge et le sexe du bénéficiaire. Donc ça, c'est une piste d'évolution assez simple, mais juste on l'a pas fait. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui pourraient être faites. Donc la cartographie, je sais pas si vous avez vu, mais c'était un histogramme. Les régions, on pourrait faire une carte. Voilà. On pourrait pondérer on pourrait donner la possibilité de pondérer par population plutôt que de donner simplement des nombres. On pourrait dire pondérer par la population, par classe d'âge, sexe, région, etc. Une autre évolution auquel on a pensé, c'est de faire une répartition de pouvoir, quand on sélectionne plusieurs codes, on donne que le total, mais on voudrait potentiellement montrer la répartition dans ce total des différents codes. Donc ça, c'est un graphique en plus à faire. Voilà, il y a plusieurs évolutions possibles qu'on n'a pas faites pour l'instant. On a préféré le sortir tant que c'était prêt, sans attendre de réinvestir dessus. Une chose qu'on voudrait faire, c'est d'approfondir l'analyse des écarts qu'on a pu avoir avec les requêtes qu'on a fait sur le SNDS, et donc de réintégrer OpenLPP. Voilà, on l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui serait faisable assez vite. Si on comprenait pourquoi il y avait un écart, on pourrait le réintroduire directement. Et on pourrait à ce moment-là aussi, on l'a caché dans l'application, mais on a un petit bouton qui permet de générer la requête correspondant aux filtres qui ont été faits en haut. Donc, si on a un accès SNDS, ça permet de très facilement copier-coller la requête et éventuellement, si on veut se poser des questions, par exemple, sur le nombre exact de bénéficiaires, ça permet de le faire rapidement. Potentiellement, des gens qui nous ont demandé d'intégrer de nouvelles sources de données. Donc là, il y a eu OpenPHMEV, donc ça, on n'avait pas regardé, mais on avait déjà réfléchi à OpenCCAM, donc qui est publié par la TIH, avec la différence qu'il y a dans OpenCCAM, il y a une finesse au niveau de l'établissement géographique où les actes ont été réalisés avec une anonymisation qui est assez forte, mais voilà, on a de la finesse au niveau géographique. Par contre, on n'a pas de finesse sur les bénéficiaires, donc ça sera pas forcément le même tableau de bord, on n'aura pas forcément les mêmes informations, donc à voir si on le fait là ou ailleurs. On s'est posé la question de pouvoir faire des analyses multivariées, mais d'un terme d'interface utilisateur, c'est vite un peu compliqué. Donc voilà, s'il n'y a pas besoin
on s'est dit qu'il fallait mieux simplifier l'interface que de faire une interface qui permettait de tout faire. Et dans les pistes d'évolution aussi, en fait, il y a pas mal de gens qui ont utilisé ces données déjà pour se faire leur propre tableau de bord. Donc il y a des sociétés privées qui les ont intégrées, certaines qui vendent des services autour de ces données publiques. Et on a en fait une équipe de recherche aussi qui a fait ce travail-là, qui est l'équipe de Drug Safer à Bordeaux, qui ont fait un travail assez poussé. Donc ils ont pas exactement le même résultat, mais ils ont poussé plus certains cas d'usage scientifiques avec les doses journalières des médicaments pour normaliser les choses. Ils ont normalisé par la population. Donc c'est assez intéressant. On se posait la question de converger avec eux, bon, sachant que voilà leur travail n'est pas encore public, et puis c'est pas la même base technique, donc à voir comment on pourrait converger avec eux. Voilà. Merci pour votre attention. On espère que ça pourra vous être utile. Et voilà, on vous remet le lien vers l'application, le lien vers le code source qui est public. Et si vous voulez, faire des contributions, voilà le lien également que vous avez ici. Et donc, je tiens à remercier Mathieu qui a mis en place le projet début 2021, Thibaut qui l'a repris, qui a développé, qui a finalisé la version bêta avec la mise en place des choses toutes bêtes, mais comme la charte graphique de l'autorité de santé, ce genre de choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Timothée Cheb, qui est ingénieur chez nous, qui nous met en place tous les outils pour pouvoir développer, avoir les serveurs et pouvoir avoir les branches de développement qui sont déployées, etc. Et puis, je me remercie moi-même pour avoir initié le projet, mais c'est pas moi qui ai fait le plus de choses dessus. Voilà, et je pense que Thibaut est désolé de pas pouvoir être là avec vous, mais c'est quand même lui qui a passé beaucoup de temps dessus. Donc le projet du catalogue de métadonnées a démarré il y a plusieurs mois quand on a réfléchi à comment mettre en évidence les bases qui seraient disponibles au catalogue du HDH. Et pour ça, on voulait avoir un catalogue de données, donc avec une liste des différentes bases de données qui seraient accessibles via le Health Hub, mais également un catalogue de métadonnées, donc avec une description beaucoup plus complète de qu'est-ce du contenu en fait des bases de données. Et l'outil devait permettre d'avoir une première analyse exploratoire des bases de données et permettre d'identifier également quelle base de données serait utile en fonction du projet et des besoins de l'utilisateur. Donc pour ça, on a fait un benchmark en 2020 de différents catalogues de données et métadonnées qui existaient, dont notamment certains qui sont connus comme HDR UK ou le portail français, portail Épidémiologie France. Et à partir de ce benchmark, on a listé les métadonnées en fait qui étaient contenues dans ces différentes solutions et toutes les spécifications techniques qu'on voulait mettre dans l'outil qu'on avait développé. Au niveau des spécifications techniques, il y en avait surtout une qui était au niveau du moteur de recherche. Donc, on voulait avoir un moteur de recherche qui était capable de rechercher par des mots-clés, et également capable de chercher dans tout le contenu des métadonnées. Et ensuite, on a décidé de découper en 3 niveaux le niveau d'information des métadonnées, d'avoir un niveau d'information pour niveau base, un niveau table et un niveau variable. Au niveau base, on va retrouver des informations générales comme le titre de la base, quel est le nom du responsable de données, l'historique, quelle est la population contenue dans ces bases de données, la géographie concernée. On va pouvoir avoir une description un petit peu plus poussée de la base, c'est-à-dire dans quel objectif les données ont été collectées, quels sont combien il y a de tables, combien il y a de variables, quelle est la volumétrie totale par exemple des données. Également tout ce qui est règles d'accès et tout ce qui est délégué à la protection des données et des informations générales sur la qualité. Au niveau table, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du contenu de chaque table. Donc, il va y avoir une description des variables, également de la volumétrie. On va retrouver aussi tout ce qui est clés étrangères et clés primaires. Et au niveau variable, là, il va y avoir une description de toutes les variables qui sont contenues dans toutes les tables de la base, avec une description des variables, des informations sur la terminologie, le format, le type, la longueur. Également des métriques principales comme tout ce qui est moyenne, médiane, écart type, distribution, date de collecte et des informations qualitatives comme par exemple l'exhaustivité et la complétude. Donc là ici c'est un résumé du niveau de toutes les informations que vous allez pouvoir retrouver dans le catalogue de métadonnées, mais il y a à peu près 160 champs dans le catalogue de métadonnées actuel. Au niveau du public cible, on a designé le catalogue de métadonnées pour des responsables de données, pour des experts des bases de données, pour certains membres du Health Hub également, pour des personnes qui souhaitent demander un accès aux données mais qui ne connaissent pas forcément le contenu des données,
pour des personnes qui ont déjà accès aux données mais qui ne connaissent pas forcément également extrêmement bien le contenu des données, et également pour un citoyen si il s'interroge sur qu'est-ce qu'il y a exactement dans la base de données. Donc on a listé en fonction de différentes priorités des caractéristiques principales qu'on voulait pour notre outil, et notamment par exemple on voulait retrouver l'arborescence qu'on vous a présenté tout à l'heure, base variable, on voulait que ce soit visible dans le catalogue. Également la possibilité d'ajouter et de modifier des métadonnées, que ce soit et à notre niveau et également pour le responsable de données. La possibilité d'utiliser une API, par exemple, et également tout ce qui est historique de modification et une expérience d'utilisateur assez facile. Donc pour ça, on a fait un benchmark de 3 solutions open source et Arnaud va vous présenter celle qui a été retenue, qui est Secan. Ça. Donc là, vous avez le lien vers le déploiement. Donc l'outil, il prend la forme d'une interface web. Donc c'est principalement un outil de recherche. Donc c'est un moteur de recherche dans lequel vous allez taper les mots-clés qui vous intéressent pour trouver les bases pour lesquelles vous avez un intérêt de recherche particulier. Sur la base de ces mots-clés et en cherchant dans la description des bases, vous allez matcher un certain nombre de bases. Et donc là, on tombe sur l'aspect hiérarchique et amener l'information de manière hiérarchisée à l'utilisateur. Donc, lorsque vous allez cliquer sur une base, vous allez accéder à plusieurs niveaux d'information. Donc tout d'abord, vous avez la liste et le nom des tables auxquelles vous pouvez accéder. Vous avez aussi une description de la base. Et puis vous pouvez accéder à une description beaucoup plus détaillée de tous les champs dont parlait Lauriane tout à l'heure, c'est-à-dire donc tous les champs qui vont décrire la base, mais au niveau de la base. Donc les champs, ça va des champs les plus généraux en passant par la collecte, les accès et tous les descripteurs dont on parlait au niveau de la base. Vous avez aussi et ça c'est valable pour tous les niveaux de la hiérarchie qu'on va voir par la suite, un recensement de toute l'activité qui est faite sur les bases. Donc vous pouvez savoir au fur et à mesure toutes les modifications qui sont apportées et toutes les mises à jour de ces métadonnées qui sont faites et par qui elles sont réalisées. Donc si on se penche sur les tables de la même façon, donc là on est sur une base qui est très très simple, pour laquelle il n'y a qu'une seule table, mais le moteur de recherche fonctionne aussi au niveau des tables. Donc vous pouvez chercher par mots-clés, là pour le coup on va matcher uniquement les noms des tables, mais vous pouvez chercher donc des tables en particulier, et lorsque vous allez dans l'onglet, lorsque vous naviguez jusqu'au contenu de la table, donc vous avez un rappel ici en permanence de la navigation sur le plan de la hiérarchie de où vous vous trouvez en termes de base et en termes de table. Donc de la même façon que vous avez une description de la table, et en plus de ça, vous pouvez accéder à chacune des variables qui sont présentes dans la table. Et donc de la même façon, lorsqu'on navigue jusqu'au niveau de hiérarchie le plus bas, donc jusqu'aux variables, vous avez également la description détaillée de chacune des variables. Et toujours pareil, de manière hiérarchisée, donc par section. Ce qui est aussi envisagé, mais qu'on n'a pas encore pour le moment, c'est plus des problématiques de sortie de données de la plateforme, c'est tout ce qui est statistique et observation des densités et de la répartition des différentes des valeurs que peut prendre la variable. On peut aussi envisager par la suite des croisements entre les différentes variables, mais pas encore. Bon, alors de manière technique, donc on l'a dit, le choix technique qu'on a fait, ça a été Stecan, donc qui est développé par l'Open Knowledge Foundation. Donc c'est un projet qui est totalement open source.
On l'a choisi parce qu'il y avait une grosse communauté sur SECAN et des gens qui travaillent sur le sujet depuis déjà pas mal de temps. Donc, les premiers commits, ils remontent à 2011. Et il y a une grosse communauté de développeurs et de contributeurs à ce type de projet. Et surtout, il y a des releases assez régulières. Donc, c'est un outil qui est fait pour être déployé et qui est déployé pour de nombreuses applications pour des gouvernements et même pour des entreprises privées. Alors, plus en détail, techniquement parlant, c'est une solution qui est développée avec des technologies assez souples. Donc, on est sur un site qui est quasi statique. Donc, on a accès à toutes les pages HTML et on a moyen de les modifier assez rapidement. Donc, c'est du templating Jinja. Donc, ça veut dire qu'on peut insérer un peu de logique à l'intérieur du HTML avec des commandes Python. Et sinon, l'application en elle-même, elle est entièrement développée en Python avec le framework Flask. Donc, c'est des technologies qui sont relativement souples et qui sont assez faites pour la modification rapide. Ensuite, ça fonctionne sous forme de plugin. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que dès qu'on veut apporter des modifications ou une surcouche par-dessus l'existant, on casse pas tout et on fork pas complètement le repo pour casser le code d'origine, mais on rajoute véritablement une surcouche, donc on développe son propre plugin. Et donc c'est ce qu'on a fait au HDH. Et donc le plugin est ouvert aux contributions. Il est hébergé sur le GitLab du Data Hub. Et vous pouvez évidemment nous poster des questions sur l'outil. Donc là, dans ce que j'ai présenté, il y a quand même des limites et un certain nombre d'étapes à franchir pour avoir un outil qui soit peut-être un peu plus pertinent. Donc déjà, étendre les fonctionnalités de recherche, parce que là, tel que vous l'avez vu, on reste cloisonné à rechercher des mots-clés dans les descriptions des bases ou dans le nom des tables, mais on va guère plus loin en termes de recherche, alors qu'on pourra avoir des choses comme de la recherche MongoDB ou Elasticsearch qui va chercher à tous les niveaux de hiérarchie et un peu plus intelligemment. Ensuite, il y a une API, mais c'est une API REST qui n'est pas forcément propice au web sémantique, à la recherche programmée et robotisée, entre guillemets. Donc, ça serait d'intégrer un back-end spécifique pour ces aspects-là. Et ensuite, côté extraction, enfin statistique et sortie des données de la plateforme, il faudrait qu'on fluidifie un petit peu les procédures qui nous permettent d'afficher les statistiques des différentes variables. Et également, il y a des ontologies de métadonnées qui existent auxquelles on n'est pas particulièrement rattaché quand on utilise SECAN et avec lesquelles il faudrait qu'on soit un peu plus compliant par la suite. S'il y a des questions, Coralie Courtinard demande « Bonjour, le public cible comprend-il les personnes qui manipuleraient réellement les données individuelles pseudonymisées? De plus, est-il prévu un lien vers les publications déjà réalisées à partir de ce jeu de données? Exemple au secours, afin de comprendre l'impact des publications, impact facteur, indice H, qui est un élément partiel de la maturité du dataset. » Là, il n'y a pas une histoire de données pseudonymisées ou pas, parce que c'est une description générale, en fait. Donc, on ne va pas exporter des données de santé. Donc, il n'y a pas de notion de est-ce que c'est anonymisé ou pseudonymisé. Enfin, si on devait donner un terme, ce serait plus anonymisé d'ailleurs que pseudonymisé, mais ça ne colle pas vraiment, en fait, cette description. Excusez-moi, ensuite... je peux me permettre d'intervenir, parce que c'est moi qui ai posé la question. Oui, allez-y. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous avez évoqué un public cible dans le catalogue. Moi, je trouve ça hyper intéressant, puisque moi, je travaille en épidémiologie et souvent, on cherche des cohortes et on n'a pas trop de descriptifs. Et ma question, c'était juste, effectivement, est-ce que dans votre public cible, en plus du responsable des données, vous pensiez à ceux qui étaient des opérateurs, c'est-à-dire statisticiens, épidémiologistes, ceux qui travaillent sur R, sur Python et qui vont sortir des stats. C'est ce que je voulais dire. C'est un public destination, effectivement. Après,
effectivement, dans tout ce qui est recherche, il y a aussi une dimension dans les métadonnées qui ont été présentées de qualité. Et dans la qualité, il pourrait y avoir des métriques d'impact factor, de nombre de fois où la base a été utilisée à des fins de publication et ce genre de choses. Donc, alors, oui, juste pour compléter vos propos, monsieur, l'impact factor, en fait, c'est une échelle pour coter les articles. Donc, c'est un truc qui existe. Et effectivement, tous les chercheurs qui réutilisent des données, en fait, eux, pour montrer que la donnée elle est de bonne qualité, en tout cas le dataset, on demande voilà, quels sont les impact factors des publications qui en sont sorties. Ça, c'est le premier point. Et l'indice H, c'est en fait le taux de citation de cet article. Donc, c'est deux éléments hyper importants dans le scoring d'un dataset, qui ne remplacent pas le concours. C'est deux éléments qui n'apparaîtront pas forcément dans le catalogue de métadonnées parce qu'on va se retrouver avec une liste de je sais pas combien de centaines de publications éventuellement. Donc, ce qui fait que c'est pas forcément très utile. Ah non, alors, juste pour compléter vos propos, en fait, vous pouvez, avec des mots-clés sur PubMed, avoir une petite requête qui ressemble un peu à une requête SQL de loin, et vous mettez juste le mot-clé au secours, et moi, je le fais. Bah justement, c'est la présentation d'après où on a fait une cartographie des publications sur le SNDS, où on envisage de l'étendre à toutes les autres bases qui seront disponibles au catalogue du réalisateur. Mais c'est la présentation d'après. Après, sans lister, on pourrait effectivement envisager qu'il y ait un H-index ou un impact factor qui soit écrit. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, c'est bonjour, pouvez-vous nous rappeler la solution open source? Donc j'imagine ça. Enfin, c'est CKAN, donc C-K-A-N. Donc vous allez le trouver assez rapidement sur GitHub ou sur Internet de manière générale. Ça revient assez vite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, non, il y a une autre question. Oui, j'avais juste une autre question. Pourquoi le choix du format D4 pour l'extension de l'interopérabilité et pas d'autres formats? Parce que c'est des travaux qu'on va mener pour des projets à l'échelle européenne et donc si la commission en fait européenne pousse pour utiliser D4 et créer une extension D4 appliquée aux données de santé pour réaliser un catalogue de métadonnées, donc on pas trop tous plus ou moins obligés d'être compliant avec D4. Ok. Il y a une autre question. Donc Maxime demande bonjour, merci pour la présentation. Est-il prévu de mettre à jour le catalogue avec d'autres jeux de données que au secours, par exemple sur les données SNDS? Voilà. Alors oui, mais le SNDS, il y a quand même 180 tables, 4500 variables, donc c'est pas si simple à remplir. Donc pour l'instant, on n'a pas décidé sur qu'est-ce qu'on faisait avec le SNDS parce qu'il y a quand même le dictionnaire, la documentation, la cartographie qui va faire l'objet de la présentation suivante. Donc c'est pas, on ne sait pas encore pour le SNDS en tout cas. Ok, merci beaucoup. Donc on va passer à la présentation suivante qui est donc sur la cartographie de l'écosystème SNDS. Voilà. Donc, c'est un outil qui a été développé par Cécile, moi-même et Émeric au cours de l'année dernière et de cette année, qui est toujours en cours de développement. Et donc, je vais tout d'abord laisser la parole à Émeric, qui va nous... Ah non, à Émeric, du coup. Alors, voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte un petit peu plus en détail, l'idée, c'était d'avoir un outil qui permette de naviguer ou d'explorer des publications scientifiques qui ont été réalisées à partir du SNDS. En tout cas, on utilisait le SNDS comme base pour leurs études scientifiques. Donc, comme vous le savez bien sûr, le SNDS est une base qui est extrêmement riche, qui peut servir justement de support à de nombreuses études scientifiques, qui a déjà servi de support à de nombreuses études, sur des thématiques qui sont très variées, parce qu'on peut voir beaucoup de pathologies différentes, il y a beaucoup de régions différentes, enfin bref, il y a énormément de possibilités à partir du SNDS. C'est une base qui est bien sûr utilisée à travers toute la France et par des institutions qui sont elles-mêmes très diverses. Donc, c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans les publications scientifiques entre les institutions, les régions, les thématiques, etc. Donc, l'idée, c'était de construire un outil qui permette d'explorer ces différents axes. Donc, l'idée de l'outil, c'est de présenter les publications sous, on va dire, justement, trois axes. Le premier, ça va être l'axe des tendances, donc de visualiser un petit peu
les tendances de publication, donc le nombre de publications au fur et à mesure du temps, les thèmes principaux qui ont été abordés, la répartition géographique, la répartition par institution aussi, sur l'axe suivant qui est l'axe purement de la thématique, de pouvoir explorer les publications donc par thème, que ce soit par exemple de l'épidémiologie ou si vous cherchez des publications qui sont en lien avec une pathologie donnée, que ce soit le diabète, le cancer, etc. Et le dernier acte, c'est les auteurs et les institutions. Donc, c'est de pouvoir explorer à la fois les relations entre les auteurs et leurs institutions de rattachement, et donc aussi explorer les relations entre les institutions de rattachement elles-mêmes. Quand on parle de relations ici, ça va être des relations de co-autorat, c'est-à-dire on dit que deux auteurs sont en relation quand ils ont coécrit, quand ils ont co-rédigé un article. Donc, pour obtenir la liste des auteurs qui travaillent sur le SNDS et la liste des articles, on interroge PubMed, qui est donc un moteur de recherche d'articles en biologie et en médecine. Et pour interroger PubMed, comme ça a été évoqué précédemment, on a repris une équation de recherche bibliographique qui est utilisée par le professeur Tupin dans un article sur l'utilité d'une base médico-administrative pour guider la décision publique. Et on a adapté cette équation de recherche bibliographique aux besoins de la cartographie, donc vraiment pour obtenir cette liste d'auteurs, cette liste d'institutions et en premier lieu la liste des articles travaillant sur le SNDS. L'équation de recherche bibliographique, qui est encore en cours d'écriture et en amélioration constante, elle est constituée de deux grandes catégories. Une première catégorie où on va chercher des publications qui dans l'ensemble des champs, donc que ce soit l'abstract, le titre, le contenu de l'article, on va trouver des termes associés au SNDS, donc que ce soit SNDS, NIRAM, TCR, EGB, et des notions liées à l'assurance maladie. Et pour tous ces termes associés au SNDS et les notions liées à l'assurance maladie, on propose dans notre équation de recherche bibliographique à la fois l'acronyme, sa signification, des propositions de traduction en anglais, et voilà. Et ensuite, à ça, on associe quelques contraintes sur le titre et l'abstract pour éviter d'avoir de s'éloigner trop du SNDS dans les résultats, notamment il faut qu'il y ait le terme base de données qui apparaisse. Alors, c'est un choix qui peut être contestable, mais qui permettait de limiter le nombre d'articles qui n'avaient strictement rien à voir avec le SNDS, et il faut qu'il y ait le mot France ou français, French, etc. C'est toujours un peu la même philosophie où on propose des traductions en anglais. On a également limité, non, c'est faux ça, j'ai fait une erreur dans ma slide. 2006, je crois. C'est 2007, oui, 2000. Ouais. On a également limité à des dates de publication supérieures au 1er janvier 2006, évidemment, et pas 2017. Et donc, du coup, on va vous présenter donc l'outil maintenant. Je vais vous mettre donc, dans le chat le lien vers le site pour que vous regardiez vous-même. Mais donc, si on clique là-dessus, on nous amène donc directement sur l'outil. Non, il ne faut pas spoiler après. Du coup, qui est donc le suivant. Donc, moi, je vais vous présenter donc l'outil. Donc, on arrive directement sur une petite bannière qui vous informe, bien sûr, donc c'est un travail en cours et vous pouvez donc nous soumettre vos critiques ou des problèmes ou des suggestions à un email qui est là ou créer une issue sur GitLab. Donc, du coup, on a quelques petits chiffres sur les articles et les différents auteurs et le nombre de moyens de citation. Et on a aussi donc la syntaxe que l'on utilise qui est là, que vous pouvez copier et ensuite mettre directement dans le moteur de recherche PubMed pour voir tous les articles dans PubMed qu'on récupère. Vous pouvez même essayer de l'améliorer et le feedback sera bien sûr le bienvenu. Et donc ensuite, je vais laisser donc Cécile présenter les auteurs. Peut-être. Donc cette cartographie, elle est structurée autour de 3 grandes parties. Ouais. Une première partie détaillant les auteurs qui travaillent sur le SNDS, une seconde partie qui recense les institutions auxquelles appartiennent ces auteurs et qui donc ont des publications sur le SNDS, et une troisième partie sur les publications en elles-mêmes. Donc je vais vous présenter d'abord la partie sur les auteurs. Donc, on vous propose d'abord une liste exhaustive de tous les auteurs uniques sur le SNDS ou supposés sur le SNDS, qui sont le résultat de l'équation de recherche bibliographique que vous a montré Steven juste avant.
c'est tous les auteurs de l'intégralité des équipes. On n'a pas fait de sélection sur le premier auteur. On peut également voir juste en dessous, je crois que c'est quand on clique sur, oui, évidemment, on voit les villes et les pays de ces auteurs qui sont générés à partir de leur affiliation. Donc pour ça, on utilise un package qui dans un texte repère les données géographiques. C'est pour ça que parfois on n'a pas d'infos, parce qu'il arrive que dans une institution, il n'y ait pas d'informations géographiques. Et enfin, il y a peut-être que tu peux cliquer sur le PubMed ID pour montrer le lien direct à PubMed et à l'article en question. Voilà. On peut cliquer directement sur tous les PubMed ID pour avoir les articles. Et aussi, si on clique sur les noms, du coup, on a la recherche de l'auteur directement de PubMed. Donc, si vous voulez regarder plus en détail. Le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'était de créer un graphe de co-autorat. Donc l'idée est que dès que deux personnes travaillent et coécrivent un article, qu'elles aient un lien dans ce graphe de co-autorat et de pouvoir rechercher dans ce graphe. Donc si on peut afficher le graphe en entier, mais c'est assez déconseillé parce que de toute façon c'est pas très lisible. On peut générer le sous-graphe à partir de voilà, on clique juste sur l'auteur, on génère le graphe. On peut choisir une profondeur si on veut. Et on choisit, voilà, si par exemple on veut avoir une profondeur de 3, on peut le faire. Voire 5 si tu veux, oui. Alors ça prend un peu de temps avec des profondeurs grandes, mais en tout cas. Les aléas donc, directs. ça peut être très très dur à lire une fois qu'on va très loin, mais en tout cas les liens sont là. Voilà. C'est un graphe qui utilise pour le côté technique le package Python Networks et puis Cytoscape pour afficher le sous-graphe dans Dash, qui est la technologie utilisée pour ce dashboard. Enfin, pour un autre commentaire peut-être sur le graphe, la couleur évolue en fonction de l'éloignement du nœud principal. Je crois que le nœud principal est en rouge, si je ne me trompe pas. Et puis plus on s'éloigne, plus on va vers le bleu. Et quand on clique sur un nœud, si on peut cliquer sur un nœud, on a quelques informations sur l'auteur. On peut le retrouver bien sûr en haut donc dans la base de données ici. Voilà, mais ça permet d'éviter de chercher dans la base de données entière. Et enfin, quelques statistiques sur les pays des auteurs. Alors, on est assez rassuré de voir que la grande majorité écrivent sont des auteurs qui ont des affiliations en France. Mais pas que. Mais pas que, quand même. Donc ça, est-ce dû à un problème de l'équation de recherche ou des résultats ou est-ce que vraiment, est-ce que ce sont des équipes internationales, on ne sait pas. C'est basé sur les affiliations, donc de toute façon, il peut y avoir plusieurs affiliations. Voilà. Et puis aussi une répartition en fonction des villes. Je ne sais pas si quand on clique sur la ville... Oui, on peut voir aussi bien sûr les détails au niveau des villes. Donc tout ça, c'est bien sûr fait dynamiquement en fonction des auteurs. Donc maintenant, Henrik. Donc la deuxième partie qui est plus directement liée aux institutions de rattachement des auteurs. Cette fois-ci, alors il faut réaliser que sur PubMed, tout ce qui va être de l'affiliation, c'est un champ qui est libre, donc qui est renseigné par le chercheur lui-même. Et donc ça laisse, disons, une certaine marge de manœuvre, une certaine marge de liberté par rapport à la façon dont certains auteurs vont désigner leur propre affiliation ou la liste de leurs affiliations. Et donc, ça va mener à quelques disparités pour une même institution pour plusieurs auteurs différents. Donc, pour essayer d'homogénéiser ça, c'est encore un travail en cours et c'est ce que vous avez trouvé du coup, dans la petite bulle info que Steven vous montrait. Le parti qu'on a pris, c'est de commencer par une recherche, simplement une recherche Google de l'affiliation, et en fonction des sites qui ressortaient de cette recherche Google, matcher ça avec une autre base de données qui s'appelle Scanner et voir si on arrivait finalement à retomber sur des institutions qui sont connues, et à défaut, on laissait le site de rattachement qui était en premier. Donc ça, c'est la base que vous voyez là en premier, qui peut en fait être explorée à peu près de la même façon que la base des auteurs, et qui, donc, si on voit juste un peu plus bas, vous avez de la même façon un graphe qui vous permet de visualiser
les relations entre les différentes institutions, donc qui fonctionne exactement comme le graphe pour les auteurs. Donc pareil, vous pouvez renseigner un nœud de départ, une profondeur, et générer le graphe qui vous intéresse. Et prend peu de temps, mais bon, voilà, qui prend également un petit peu de temps et qui permet voilà, d'explorer les relations entre les différentes institutions du point de vue des publications scientifiques. Il y a, donc, pour le coup, ça c'est un travail qui a été un petit peu plus manuel de présenter pour différentes institutions, donc les 25 qui présentaient le plus d'auteurs différents sur le SNDS, de présenter justement un histogramme du nombre d'auteurs différents pour chaque institution. Alors là, je précise bien que c'est un nombre d'auteurs et pas un nombre de publications, donc un nombre d'auteurs distincts. Et donc voilà, il y a eu un petit travail manuel sur cette partie-là. bien sûr, on pourra rajouter d'autres statistiques comme le nombre de publications plus tard. Donc c'est un travail. La dernière page, donc du coup, donc c'est les publications. Donc c'est vraiment ce qu'on tire finalement en premier donc, de notre query. Donc on a ici donc le tableau avec toutes les publications qu'on récupère après notre query, avec donc toutes les infos qu'on peut récupérer, donc le journal, la date de publication, le PubMed ID où on peut cliquer pour bien sûr aller directement sur la page PubMed. On a le nombre de citations, on a aussi les mots-clés, les listes mèches, etc., etc. Donc bon, on a omis l'extract et tout pour des raisons de visualisation de data. Et donc, on a ensuite quelques statistiques comme le nombre de publications par année. Donc, et puis, on a aussi, donc, pareil, le nombre de publications par journal. Donc, on peut avoir une idée de quels journaux publient sur le SNDS. Et enfin, donc, on a deux petits éléments donc, qui sont donc des tableaux / des nuages de mots, donc des mèches, et donc des mots-clés juste en dessous, donc qui permet d'avoir une idée des sujets, des articles qui tournent autour donc qui travaillent sur le SNDS. Et on a enfin donc bien sûr tout le reste en dessous pour les contributions, etc., etc. Donc bien sûr ces tableaux, ils sont générés, tous ces tableaux sont générés dynamiquement en fonction des articles qu'on récupère. Il faut juste noter que pour les mots-clés, c'est un petit peu comme les affiliations, où donc des fois il y a des accents, des fois il n'y a pas d'accent, des fois il y a des lettres majuscules, donc on fait juste une petite harmonisation, histoire d'avoir donc une meilleure idée, mais on a toujours la différence entre épidémiologie en français et épidémiologie en anglais, donc il peut y avoir quelques disparités qu'on pourra résoudre bien sûr plus tard. Voilà. Donc, si on revient donc du coup sur la présentation. Du coup, donc en termes techniques, donc on utilise similairement au premier outil, je pense donc Dash, qui est un outil open source donc développé par l'équipe de Plotly et qui est une surcouche en gros de Plot et donc de React et qui est un outil très utile pour visualiser de la data, comme vous pouvez le voir, créer des dashboards. Donc c'est un outil open source et donc bien sûr nous avons notre GitLab où vous pouvez contribuer. On utilise donc Python pour le reste du code avec, comme l'a mentionné Cécile, donc NetworkX pour les graphes. Et ensuite on utilise Cytoscape pour générer le graphe pour qu'il soit visualisé dans Dash, Pandas pour les données et donc Plot pour les figures. Plotly pour les figures. Donc pour les perspectives et les feedbacks, donc du coup, bien sûr, cet outil il est très intéressant pour visualiser donc les publications qui sont tirées de PubMed, mais on pourrait par exemple imaginer avoir d'autres bases de données de publication autres que PubMed. Bien sûr, on pourrait aussi adapter donc cet outil pour visualiser d'autres bases de données tout court, autres donc que le SNDS. Et donc, bien sûr, on a l'ajout de fonctionnalités toussantes, debugging, etc., que ce soit au niveau du front et que ce soit au niveau du back. Et donc, je le répète, vous pouvez nous faire donc, une petite issue sur GitLab si vous avez, si vous trouvez quelque chose à nous dire, ou bien sûr envoyer un email à opensource@healthdatahub.fr. Voilà, merci beaucoup. Pas mal de questions. Alors, du coup, on a fait faites-vous une relecture manuelle des résultats de l'équation pour filtrer. Alors,
il y a une vérification manuelle qui a été faite au tout début, j'imagine, de la création, donc, de l'écriture de la query. Oui, bah, on a vérifié évidemment pour les premiers auteurs, enfin ceux qui avaient le plus de publications. Après, c'est vrai qu'on avait envisagé quelques filtres qu'on avait mis en place, mais qu'on n'a pas remis là, notamment pour sélectionner uniquement des équipes de recherche où il y a au moins une personne qui est issue de l'Union européenne. Donc voilà, c'était à peu près le seul filtre qu'on avait pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas remarqué d'aberration ou de problème, mais c'est vrai que c'est un travail quand même assez majeur, c'est presque 2000 articles, donc pour lire manuellement les 2000 articles, c'est beaucoup de travail, mais en tout cas voilà. Quel est votre gold standard pour valider votre algorithme? Là, en soi, ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est-à-dire que au moment où on l'a conçu au début, en tout cas pour l'équation de recherche, on a commencé par regarder donc, un certain nombre de résultats qu'on a sélectionnés de façon aléatoire et vérifier justement au fur et à mesure qu'il n'y ait pas trop d'aberration et raffiner l'équation au fur et à mesure. Maintenant, on n'a pas de gold standard à proprement parler, donc c'est plutôt une heuristique qui nous amène là. Comment fait-on si l'on souhaite rechercher dans la base de données directement, notamment pour évaluer les différentes requêtes? Rechercher directement dans PubMed? Alors, je ne sais pas sûr de la question, mais en tout cas, quelque chose qu'on a qu'on a oublié de dire, bien sûr, c'est toutes les bases sont filtrables et recherchables ici. Donc, si par exemple vous cherchez un auteur particulier, là, vous pouvez utiliser donc, ces filtres-là. Donc, voilà, donc, je recherche mon collègue. Qui, du coup, ah non, c'est parce que j'ai changé le. Voilà. Et du coup, notre collègue qui est là, donc, et pareil pour les pays, etc. Ou même, vous pouvez utiliser donc, les titres. Et bien sûr, similairement pour les institutions et surtout donc, pour les publications dans typiquement, par exemple, les mots-clés ou les mèches. Après, vous pouvez utiliser la query directement pour regarder dans PubMed et ensuite, à partir de là, faire des recherches comme ça. Donc, s'agit-il de recherche exclusivement SNDS ou SNDS enrichi d'une source de données externe hors France? Ça peut être les deux en soi. L'équation de recherche, ce qu'elle va repérer, c'est uniquement si la publication a utilisé le SNDS. Donc, si elle a utilisé le SNDS et d'autres sources de données, ça va quand même être remonté. Du moment que le SNDS est bien sûr mentionné d'une façon ou d'une autre dans PubMed. Et donc, il y a une dernière question. Donc, quelle est la tech derrière le nuage de mesh? Donc, effectivement, c'est pas Plotly pour le nuage de mesh, c'est une bibliothèque séparée qui s'appelle Word Cloud. Ouais. Je pourrais vous mettre le lien si vous êtes intéressé dans le chat une fois que c'est parfait. Mais en tout cas, voilà. Et je crois qu'il y avait une première question qu'on a passée juste avant. Oui. Allez-vous considérer le PMSI également? Alors, je l'ai oublié sur ma slide, mais oui, si tu regardes l'équation de recherche bibliographique, Steven, il y a le PMSI. Alors, il n'y a pas le mot PMSI. Alors là, il n'y est pas, mais non, du coup, dans l'équation de recherche, pardon. Ah oui, là-haut. Dans le dash. Ah, d'accord. Okay. Ah oui, tout là-haut, oui. Alors, on a juste été obligé de mettre PMSI avec sa signification en entier. Je crois que c'est. C'est celui-là. Voilà. Parce que PMSI, ça signifie autre chose. Je crois qu'Émeric. Post-mortem submersion interval, qui est plutôt lié à la noyade et qui remontait beaucoup d'articles. Voilà, qui remontait vraiment beaucoup d'articles. Donc, on a préféré éviter de mettre PMSI tout court. Intéressant. Oui, donc je vais vous mettre le lien une fois que ce sera fini. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, bah, merci beaucoup. Je crois. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore le meet-up. Agathe, je ne sais pas si tu veux conclure et arrêter l'enregistrement. Ouais. Merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont présenté et à tous ceux qui se sont connectés et qui ont assisté au meet-up. Bonne soirée à tous et au prochain meet-up.